Donc merci beaucoup de m'avoir invité pour ce topo. J'étais très flatté quand j'ai reçu l'invitation. Après j'ai un peu pris peur parce que faire un historique de 95 à 2020, quand on a mon âge, c'est peut-être un petit peu difficile. Donc je me suis posé la question de où est-ce que j'étais en 95. Et en retrouvant mes archives, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout généticien à ce moment-là. Mais mon avantage, c'est que la génétique, entre 95 et 2020, en fait, il y a eu de grandes avancées dans les 5-10 dernières années. Et en fait, au cours de mon internat et premier poste d'AHU que j'ai fait au CEDI à Necker, j'ai pu être dans une période assez charnière où j'ai vu en fait la fin du Sanger de première intention pour passer au panel NGS ciblé en première intention. J'ai pu avoir un aperçu un peu de toutes ces méthodes. Rester encore à faire un peu d'archéologie pour préparer ce topo, en espérant ne pas dire de bêtises là-dessus. Donc moi j'ai centré vraiment ce topo historique sur les déficits immunitaires parce que c'est les maladies que je connais le mieux dans la filière marine, mais bien sûr on peut faire un peu de translation de tous ces concepts et toutes ces avancées dans toutes les maladies qu'on étudie dans cette filière. Alors j'ai fait un bref rappel historique en essayant de mettre des points du déficit immunitaire en bas et des thématiques un peu plus génétiques sur l'évolution des techniques génétiques en haut. Donc en 1952, notre bien-aimé colonel Bruton décrit pour la première fois les patients avec une A-gamma-globulinémie. Donc c'est là qu'on situe un peu le début de vraiment l'historique de la caractérisation clinique du déficit immunitaire. Et ça, un an après, c'est seulement un an après que Watson écrit que Franklin décrivent la forme en double hélice, la structure en double hélice de l'ADN. Donc on est vraiment aux prémices de l'ADN. Donc évidemment, on n'a pas encore de diagnostic génétique pour cette maladie, mais il semblerait qu'elle soit liée à l'X. Donc on a déjà un petit aperçu du fait qu'il y a une transmission génétique et du mécanisme. En 70, il y a la première classification OMS des déficits immunitaires. Il y avait 14 entités cliniques à ce moment-là, et c'est la première fois que le terme SCID, donc Severe Combined Immunodeficiency, apparaît dans la littérature. Et en 72, de manière un peu fortuite, il y a le déficit en ADA, adénosine déaminase, qui est fait sur le plan biochimique, mais du coup, on arrive à faire le lien vraiment entre ce test biochimique et le gène qui serait responsable qui code cette protéine et donc qui serait muté dans cette maladie, même si on n'a pas encore le séquençage de ce gène chez les patients. Pourquoi on n'a pas encore le séquençage? Parce que la technique Sanger, elle apparaît à partir de 1977 seulement. Donc ça, c'est une vraie révolution dans notre monde de la génétique. Et il y a plein d'améliorations subséquentes, et elle est enfin automatisée grâce à Applied Biosystem en 1987. Et c'est encore ce type d'appareil qu'on a gardé longtemps et qu'on garde encore dans les labos de génétique. Sur le plan plus, j'allais dire macroscopique, mais pas vraiment, mais on fait donc le diagnostic pour le dit Georges, de l'anomalie génétique qui est une microdélétion, mais qu'on peut voir parfois sur les chromosomes, et on en reparlera tout à l'heure, en 1991. Donc une anomalie cytogénétique qui est à l'origine d'un déficit immunitaire syndromique. Et en 1993, un des premiers, peut-être pas le premier, mais il a découvert du gène BTK, donc qui était muté chez les patients avec une A-gamma-globulinide de Bruton, et enfin mise en évidence. Dans ces années-là, donc à partir de 1990, il y a le lancement du Human Genome Project, qui va aboutir en 2003 avec la première bouture officielle du génome humain. Donc ça a mis 13 ans, plusieurs milliards de dollars. Christelle vous en reparlera. Et on a pas mal d'améliorations sur les techniques dans les années 2000 avec le premier séquenceur NGS, la première plateforme NGS qui était une plateforme Roche. Illumina a ensuite pris un peu le marché de cette technologie. Et à ce moment-là, au niveau des déficits immunitaires héréditaires, avec les techniques qu'on appelle conventionnelles, on a quand même réussi à trouver 120 maladies génétiques. Donc c'est à force de travail et de recherche. Et donc là s'ouvre l'ère du séquençage de deuxième génération qu'on appelle shotgun, on verra pourquoi. En 2010, c'est enfin utilisé, donc le séquençage d'exome est enfin utilisé pour diagnostiquer un déficit immunitaire, la première publication par l'équipe de Jean-Laurent Casanova. C'est aussi le moment où s'ouvre l'ère du séquençage de troisième génération, qui n'est pas encore vraiment en routine actuellement, mais qui a lancé cette innovation.
Et enfin, en 2020, et là je laisserai la parole à Christelle pour cette partie, on a le développement du plan France Médecine Génomique avec le séquençage de génome. Et au niveau des défis immunitaires, on a vraiment explosé en termes de nombre de gènes connus, avec 485 entités génétiques et certainement près de 500 maintenant. Alors je vais faire un bref aperçu historique et stratégique technologique de la période 1997-2010. Alors comme je vous disais, un jalon vraiment révolutionnaire dans cette historique, c'est le développement du séquençage Sanger, qui était au début fait avec des nucléotides terminateurs de chaînes radioactifs, donc il fallait faire des gels de ce type-là. Ça a été amélioré avec le temps, avec des fluorochromes qui ont permis de pouler, en fait, au lieu de faire 4 lignes, on pouvait pouler tout dans la même électrophorèse, avec une électrophorèse capillaire, une automatisation et une lecture informatique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce séquençage-là, il est encore utilisé, il a vraiment traversé les années. Et c'est aussi cette technologie par synthèse, par néosynthèse de nucléotides, qui est encore la base du séquençage Illumina, même si évidemment c'est de grosses machines, c'est un séquençage massif et multiparallèle, et que ce sont des photos qui sont prises à différents temps, et plus une électrophorèse capillaire qui est faite sur un pool de fragments. Donc ça, c'est vraiment capital. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on avait des entités cliniques et des patients qui étaient atteints de cette même entité clinique, pour beaucoup d'entités génétiques, on n'avait pas la moindre idée de où est-ce que pouvait se trouver ce gène, quel gène ça pouvait être, quelle protéine il codait. Et donc, il fallait faire ce qu'on appelait, ce qu'ils ont fait beaucoup dans ces années-là, de l'analyse de liaison génétique. Alors pour ça, là, j'ai pris l'exemple de l'ataxité-télangiectasie en 1988. Le mieux, c'était d'avoir des grosses familles, enfin avec beaucoup de membres apparentés, avec certains qui étaient malades, certains qui étaient sains, et certains qui étaient des porteurs obligatoires d'au moins un variant muté. Et là, on a cet exemple avec 61 membres d'une même famille. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est analyser des marqueurs génétiques. Donc, c'est une époque où on avait une connaissance du génome qui était assez faible, mais on connaissait des centaines de marqueurs génétiques positionnés dans le génome qui étaient plus ou moins polymorphiques. Et avec ça, en fait, cette analyse de liaison génétique, avec un calcul de statistique du load score, on pouvait essayer de voir la liaison d'un marqueur avec potentiellement une région contenant le gène morbide pour la maladie. Donc là, par exemple, ils avaient réussi à localiser le gène responsable de cette maladie dans une région chromosomique donnée, mais sans avoir l'idée de quel gène pouvait être responsable dans cette région chromosomique, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas dans cette région, ils ne savaient pas quel gène se trouvait dans cette région. Alors, du coup, pour faire la découverte complète de l'analyse de liaison jusqu'à la mutation chez le patient, il faut d'abord faire cette analyse de liaison et donc mapper sur le chromosome où est-ce que pourrait se trouver ce gène morbide. Ensuite, aller cloner cette région avec ce qu'on appelle des contigs, donc des clones qui vont avoir une séquence contiguë de l'ADN en question. Essayer d'aller voir si cette région contient des gènes en regardant les îlots CPG par exemple, et ensuite essayer d'aller caractériser ces gènes, faire l'ADN complémentaire et essayer de trouver une mutation ou des mutations chez les patients. Donc comme ça paraît simple sur le schéma. En fait, si on prend l'exemple de la publication du gène BTK, alors j'ai relu cette publication, enfin j'ai lu pour la première fois cette publication récemment, et j'avoue que sur les techniques génétiques utilisées, je n'en comprends pas la moitié. Mais globalement, ils font un schéma relativement simple de ce qu'ils ont fait, et en fait, c'est extrêmement complexe. Ils avaient déjà depuis quelques années, plusieurs équipes avaient réussi à localiser. Donc, l'avantage, c'est déjà que c'est une maladie liée à l'X, donc on n'a qu'un seul chromosome à étudier. Ils avaient localisé le gène morbide autour d'un marqueur DXS 178. Des équipes avaient réussi à faire une carte de restriction de cette région en regardant où est-ce que les enzymes de restriction coupaient et en quel fragment. D'autres équipes avaient montré qu'il y avait la présence d'îlots CPG, donc qui marquent vraiment la présence de gènes dans ces séquences, parce qu'il y a énormément de séquences génétiques sans gènes, donc il y avait bien des gènes dans cette région. Ils ont donc cette équipe a cloné cette région, donc une séquence quand même de 6,5 mégabases en utilisant 68 YAC clones.
Ils ont réussi à trouver un de ces clones qui contenait ce marqueur polymorphique qui était probablement proche du gène BTK. Il y avait également le gène codant pour la galactosidase à côté, donc ils avaient là une région de 640 kb, donc une région assez grande encore. Ils ont hybridé une librairie d'ADN complémentaires qu'ils avaient issue d'une lignée lymphocytaire B, en se disant que BTK était important pour la différenciation des B, donc probablement que le gène dont ils étaient à la recherche devait être exprimé par les B. Et ils ont réussi à trouver un clone de cDNA complet, enfin ils en ont trouvé plusieurs, mais il y en avait un en particulier qui contenait le cDNA complet de BTK. Alors à l'origine ils l'ont appelé ATK pour A-gamma-globulin tyrosinkinase, et ensuite le B c'était pour en hommage au colonel Bruton. Et ensuite ils ont fait une analyse par RFLP, donc en coupant l'ADN des patients avec des enzymes de restriction et en montrant qu'en fait il y avait un polymorphisme sur ces fragments de restriction, donc ce qu'on voit ici sur le schéma, je ne sais pas comment marche le pointeur, peu importe, ce qu'on voit ici sur le schéma, donc le patient présente n'est pas coupé en fait par les enzymes de restriction, et quand on va regarder la séquence chez ce patient, on voit que ce site en rouge de l'enzyme de restriction est effectivement muté de manière ponctuelle dans ce gène. Donc un gros travail qui à l'époque c'est vraiment un travail de fourmi pour aller chercher vraiment ce gène qu'on ne connaît pas encore. Et donc ça a été le cas pour de nombreux gènes. C'était un peu le même cas pour le gène de la chaîne gamma du récepteur LIL2 qui était responsable des SCID X1. Alors une autre approche, 2 années plus tard, donc encore une équipe pionnière dans cette étude, c'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova à Necker. En fait, il partait d'un postulat simple, c'est-à-dire que quand on donnait le vaccin BCG à des enfants, il y avait de rares patients qui développaient une infection disséminée au BCG. Et parmi ces patients, quand on regarde sur le camembert à droite, il y en a la moitié chez qui on arrive à caractériser un déficit immunitaire souvent très sévère. On avait beaucoup de SCID dans ces patients. Et l'autre moitié qui est dit idiopathique. Donc lui, son postulat, c'était qu'en fait, c'était pas idiopathique, c'était juste que c'était une maladie génétique qu'on ne connaissait pas encore. Et si on regardait un peu, à l'époque, il y avait quand même certains gènes qui étaient connus, des protéines importantes qu'on reconnaît encore aujourd'hui, et des modèles souris qui étaient étudiés, notamment dans cette infection BCG. Il y avait plusieurs modèles de souris qui montraient que l'interféron gamma était important, donc l'interféron gamma récepteur, le TNF-alpha également. Et donc ils se sont dit, on va aller séquencer tous ces gènes-là qui ont pour nous un intérêt dans le contrôle de l'infection au BCG. Chez un patient qui a eu ce type d'infection. Ils sont allés voir donc par séquençage direct ces gènes-là qui étaient connus à ce moment-là. Et ils ont trouvé chez un patient une délétion d'un nucléotide, donc une mutation très délétère qui entraînait une absence d'expression du récepteur à l'interféron gamma. Et donc c'était la première description de ce type de patient. Ils en ont trouvé ensuite de nombreux, mais c'était vraiment une approche par gène candidat plutôt que d'aller chercher un gène devant une entité clinique. Alors là, on va faire un bond dans le temps juste pour... donc, il y a eu beaucoup d'autres approches qui ont fonctionné un peu pareil, mais pour vous dire que ce séquençage par Sanger ciblé, même s'il peut paraître un peu désuet, en fait, il est encore utilisé dans certains cas dans le déficit immunitaire, de moins en moins, mais il y a encore des cas où il revêt d'un intérêt majeur. Donc là, c'est l'exemple d'un enfant chez qui on suspectait un SCID sur des infections répétées et une symptomatologie clinique assez évocatrice. C'était un petit garçon. Et il avait donc beaucoup d'infections et on retrouve chez lui une lymphopénie extrêmement sévère, quasiment pas de CD4, pas de NK, des B qui sont présents et par contre il avait des lymphocytes T CD8. Donc quand on voit ça, on pense, quand on a l'habitude, on pense à un SCID X1 donc par mutation dans le récepteur de l'IL2 RG, donc le récepteur de la chaîne gamma du récepteur LIL2, pardon. Qui donne en fait une absence de lymphocytes, une absence de cellules NK. Et il peut y avoir chez les enfants une GVH materno-fœtale avec un passage des lymphocytes maternaux qui va créer une maladie typique de GVH. Et en fait, ça, on a pu le déterminer en regardant par cytométrie en flux l'expression de cette chaîne qui est membranaire, la chaîne gamma C. Et on voit que sur les T circulants, donc qu'on suspecte être ceux de la mère, cette expression est bien présente. Le orange et le vert sont
s'overlappent. Et en revanche, quand on regarde sur les baies de ce patient qui exprime aussi cette chaîne, elle est absente chez le patient et elle est présente chez le témoin. Donc là, on a une forte suspicion sur un diagnostic génétique. C'est un gène qu'on sait séquencer. Il y a peu d'exons, donc c'est assez facile dans 2-3 jours de faire le séquençage et d'avoir un diagnostic immédiat. Seul problème, dans le sang circulant, il y a des lymphocytes T de la mère. Et ça va être un problème dans notre séquençage parce qu'on va séquencer de l'ADN qui n'appartient pas au patient. Donc ce qu'on fait ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est de reprendre sur une séparation de ficole le culot de globules rouges qui contient également les polynucléaires neutrophiles, qui est enrichi en polynucléaires neutrophiles, donc qui sont ceux du patient, et de faire le séquençage sur cet ADN-là. Et on a bien retrouvé une mutation hémizygote chez ce patient qui était transmise par la mère. Et ensuite, grâce à nos amis cytogénéticiens, on a pu faire la preuve qu'il y avait bien une GVH materno-fétale en montrant que les lymphocytes T circulants, en fait, il y en avait certains qui étaient XY, donc ceux de l'enfant, et d'autres qui étaient bien XX, donc qui appartenaient à sa mère. Alors si maintenant on revient dans l'histoire, mais qu'on change d'échelle, je vous parlais du syndrome de Dijorge, qui est donc un déficit immunitaire syndromique qui cause une athymie totale ou partielle. Chez ces patients, en fait, il y avait une suspicion qui est une anomalie cytogénétique. Et donc au départ, ils avaient fait des karyotypes et essayé de voir s'il n'y avait pas une monosomie quelque part ou une anomalie cytogénétique qui pourrait repérer. Alors moi je suis pas du tout cytogénéticien, mais parmi ces 8 chromosomes 22, il y en a 3 qui sont normaux et le reste porte la délétion 22q11. Donc je ne sais pas si vous avez l'œil plus affiné que le mien, mais pour moi c'est assez difficile à voir. Et en fait c'est les 3 du bas qui apparemment sont normaux. Donc ils avaient quand même retrouvé des monosomies 22q11 chez certains patients, mais vous voyez il n'y en avait que 25% chez qui ils avaient réussi à trouver quelque chose, suggérant que peut-être la sensibilité de la technique était pas optimale et que peut-être il y avait des microdélétions qui n'étaient pas visibles à cette échelle de cytogénétique. Alors, ce qui a été développé une année plus tard, c'est donc l'hybridation in situ en fluorescence que tout le monde connaît sous le nom de FISH. En fait, elle repose sur l'utilisation de sondes qui vont aller cibler la région d'intérêt. Donc, dans ces cas-là, on va essayer de cibler un gène présent dans la région 22q11 ici, qui peut être monosomique chez les patients de Dijorge. Et quand on regarde ça, en regardant les chromosomes, on voit bien qu'il y a un chromosome 22 qui porte la sonde verte contrôle, enfin les deux portent la sonde verte contrôle, et que pour l'un des deux, il n'y a pas de sonde rouge, donc pas de région 22q11. Et grâce à ça, j'ai mis dans le tableau, là c'est le tableau qui est issu de l'article, on voyait les étoiles en rouge, c'est ceux où ils arrivaient à le détecter par des techniques de cytogénétique classiques. Et en fait, tous les patients avaient une microdélétion 22q11. Donc vous voyez que on arrive à détecter beaucoup plus de patients grâce à ces techniques un petit peu plus résolutives. Alors c'est une technique plus résolutive, mais qui va aller cibler une seule région d'intérêt. Et si on veut aller à la recherche d'autres variations du nombre de copies, mais à l'échelle du génome, on ne va pas pouvoir faire des fiches pour toutes les régions d'intérêt. Et donc ce qui a été développé je crois que c'était dans les années plutôt 2000, c'est la CGH-Array ou analyse chromosomique par puce à ADN, où là en fait on va mélanger un ADN contrôle de référence avec l'ADN du patient. Chacun aura une couleur rouge et vert, donc quand on les mélange ça fait du jaune. Et s'il y a plus de patients ou moins de patients, ça va créer un changement de couleur vers le rouge ou vers le vert. Et ça va te permettre de détecter des variations du nombre de copies, que ce soit des duplications, des délétions hétérozygotes ou des délétions homozygotes, sur des grosses régions du génome, alors plus ou moins grosses, ça a une sensibilité relative en fonction des sondes qu'on va mettre, du nombre de sondes qu'on va mettre. Et donc on va hybrider tous ces ADN sur une micropuce comme ça, qui est couverte de sondes qui vont aller cibler tout le génome, mais sur des régions plus ou moins grandes. Donc là on voit l'analyse qu'on peut voir quand on voit un décrochage d'un côté ou de l'autre, c'est qu'il y a une anomalie chez le patient qui peut être non pathogène, mais qui peut être aussi d'intérêt diagnostique. Et alors cette technique a été particulièrement utile notamment pour le diagnostic, la découverte du déficit en DOC8. Donc ça c'est en 2009, donc si on veut se resituer, c'est vraiment
un an avant la première publication qui utilisait l'exome pour faire le diagnostic de déficit immunitaire héréditaire. Donc là, on était encore sur vraiment sur des techniques, j'allais dire manuelles, mais des techniques ancestrales entre guillemets. Donc il n'y avait pas de NGS, et donc ces patients, en fait, ils ont fait de la CGHRE sur tous ces patients. Ils avaient 6 familles, je crois. Et ils ont trouvé chez la majorité de ces patients des délétions soit homozygotes, soit des délétions hétérozygotes qui étaient sur le gène DOCK8 ou qui englobaient le gène DOCK8. C'est quand il y avait une délétion hétérozygote, ils sont allés à la recherche d'un deuxième variant par séquençage Sanger direct, et c'est grâce à ça qu'ils ont fait vraiment la découverte de cette nouvelle pathologie. Et en fait, on s'est rendu compte après les différentes publications sur les déficients DOCK8 que c'était un gène qui était télomérique, donc vraiment à la fin du chromosome 9, et qui avait tendance à faire beaucoup de délétions et duplications. Et donc c'est vraiment grâce à cette technique qu'on a pu trouver ça. D'autant que c'est un gène qui fait 48 exons. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire du séquençage Sanger, quand on a un gène de 48 exons et qu'on nous le demande de séquencer, on a mauvaise mine en général. Donc là, on était vraiment à la limite de la praticité du séquençage Sanger devant des gènes comme ça, et devant le fait que c'était un gène qui faisait beaucoup de CNV. Alors, ça, c'est bien quand on a vraiment des CNV très larges en CGHRE, mais quand on peut avoir aussi un CNV qui ne recouvre qu'un seul exon. Et donc dans ces cas-là, ça va être plus compliqué. La CGHRE va être moins sensible pour détecter ce type de CNV. Et donc on a une technique qui s'appelle la MLPA qui a été inventée, développée au début des années 2000 également. Et donc cette technique, en fait, va reposer sur l'hybridation d'une sonde qui au départ est coupée en deux, donc il y a 2 hémisondes. Quand on va dénaturer l'ADN et hybrider cette sonde, on va faire jouer l'action d'une ligase qui va pouvoir lier ces 2 hémisondes seulement si elles sont hybridées et immédiatement adjacentes au niveau de l'ADN du patient. Et ensuite, on va faire une amplification de ces sondes. Donc vous savez que la PCR, c'est une amplification géométrique, donc on fait x2 à chaque cycle de PCR. Et donc si on part de 2 fois moins d'ADN chez le patient, si cette séquence d'ADN est en nombre 2 fois moindre, et ben à la fin, on va avoir 2 fois moins de produits de PCR. Et ce qu'on va regarder, en fait, c'est tous ces produits de PCR, ils vont avoir des tailles différentes en fonction des différentes cibles qu'on va mélanger dans notre mix. Et on va aller regarder, alors en fonction de la taille, ça va nous permettre de savoir à quelle sonde on a affaire, et en fonction de l'aire sous courbe, ça va nous permettre de distinguer la quantité d'ADN de départ qui était présent chez le patient en comparaison avec plusieurs contrôles. Donc ça, c'est fait avec un logiciel d'analyse dédié. Et là, pour vous donner un exemple, quand on va regarder plusieurs sondes qui vont aller s'hybrider sur le chromosome 21 ou le chromosome X, quand on compare un homme et une femme, on a 2 fois moins de X chez l'homme que chez la femme, c'est logique. Et quand on va regarder un triple X, on va en avoir 1,5 plus chez un triple X que par rapport à une femme. Et on peut voir aussi une trisomie 21 de la même manière. Donc l'analyse MLPA, elle va être très pratique dans cette serre pré-NGS pour détecter tous ces CNV de manière ciblée. Donc par exemple, il y a un kit commercial qui existe pour le gène DOCK8, et on peut voir sur tous les exons du gène DOCK8 lesquels sont délétés, dupliqués de manière assez pratique. Ça utilise des instruments qui sont présents dans tous les laboratoires de génétique, donc ça ne nécessite pas de racheter un équipement. C'est assez facile à mettre en œuvre, et ça a vraiment une couverture de taille de CNV qui peut être très large. Alors le seul inconvénient, c'est que c'est des kits commerciaux, donc en fait on est un peu tributaire de ce qui est développé par la boîte qui fait ça. Il y a 17 gènes qui existent pour les DH. Alors on a tous les, par exemple DOCK8 qui est un gène qui délète beaucoup, ça a été un des premiers à être fait, mais dès qu'on retrouve un CNV plus rare chez un gène en NGS, on ne va pas avoir forcément le kit MLPA pour le faire. Donc on peut le faire aussi un peu de manière maison. Il y a d'autres techniques qui existent pour le faire de manière maison, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et alors juste pour vous donner un exemple de diagnostic génétique, alors qui était encore, ça devait être en 2018 ou 2019, on avait un patient qui avait encore une fois un SCID, mais cette fois-ci c'était une lymphopénie T et B sévère, donc on suspectait les gènes RAG1 ou RAG2 qui étaient tous les deux wild type. Donc dans ces cas-là, la troisième mutation, c'est le gène Artemis,
qui code pour Artemis. Et chez ce patient, on avait trouvé juste un variant missense hétérozygote. Donc on était un petit peu embêté, on n'avait pas trop de moyens pour essayer de voir s'il n'y avait pas un deuxième événement. Donc on a fait une MLPA un peu explorative sur ce gène-là, parce que le kit existe. Et il semble qu'on voit une duplication de l'exon 7, mais qui concerne un seul exon. Donc on est toujours un peu embêté. En plus, on voit que c'est par rapport au seuil qui est fixé, on est juste au-dessus, donc on n'est pas sûr de notre technique. Et donc la ségrégation familiale ici nous a permis de retrouver cette duplication chez la mère, et donc ça nous a conforté dans cette hypothèse qu'il y avait bien une duplication sur la gène Artemis et un variant hétérozygote sur l'autre allèle. Donc ça rend vraiment des services diagnostiques même jusqu'à très récemment. Ensuite, il y a eu toute la période, enfin, on est vraiment, et on l'est encore dans la période du NGS Shotgun. Et moi, je vais vous parler plutôt du panel ciblé et de l'exome, parce que le topo qui viendra vous parlera plutôt du génome. Donc, j'aime bien cette image qui représente un peu ce qu'on va aller séquencer en fonction du génome de l'exome ou d'un panel de gènes. Donc, rappelez-vous que l'exome, c'est à peu près 1% du génome, et un panel, en fait, on a le choix, c'est nous qui décidons. Ça peut aller de 10 à 500 gènes, c'est vraiment au choix du généticien. Et le panel de déficit immunitaire au CEDI, le problème c'est qu'on a énormément de gènes de déficit immunitaire et ils sont tous très polymorphes et les patients sont très rares, donc on est un peu obligé de pouler sur un même panel, et donc il fait actuellement 500 gènes. Donc un panel ne permet pas, évidemment, ça permet de diagnostiquer que ce qui est connu, et au contraire l'exome ça permet de découvrir de nouvelles étiologies génétiques. Et c'est ce qu'on va voir. Donc en 2010, je vous disais, c'est la première publication avec l'exemple, enfin un premier patient qui est diagnostiqué avec succès en utilisant le génome. C'était un déficient STIM1. Donc c'est la preuve de concept, et ça permet, vraiment l'avantage de l'exome, c'est de trouver des nouvelles étiologies génétiques qu'on n'aurait pas forcément suspectées quand on combine des familles qui ont le même phénotype. On arrive à trouver des choses intéressantes. Donc par exemple en 2014, 5 familles qui étaient de la même origine géographique au nord de l'Angleterre, qui avaient des infections virales chroniques très sévères, des infections bactériennes également, et ils retrouvent que chez ces 5 familles, il y a un même variant dans CTPS1 qui est partagé. On connaissait pas du tout, enfin on connaissait la biologie de CTPS1, mais pas du tout l'importance que ça relevait dans les lymphocytes. CTPS1, donc c'est l'enzyme qui synthétise le CTP. Et en fait, il a été prouvé grâce à ça que ça avait un rôle capital dans la prolifération lymphocytaire, et ce qui expliquait qu'un défaut de prolifération, les patients n'arrivaient pas à contrôler les infections, en particulier les infections virales. Autre exemple que je trouvais assez intéressant, donc là encore c'est l'équipe de Jean-Laurent Casanova qui étudiait ici 6 familles avec un syndrome hyperrégieux. Donc syndrome hyperrégieux, c'est ce qu'on appelle aussi syndrome de Job ou de Job-Buckley. Et donc le gène en cause en général c'est stade 3, des mutations autosomiques dominantes. Mais ici c'était des familles consanguines, donc on suspectait plutôt un déficit autosomique récessif, et dans tout état de cause ils n'avaient pas de variant identifié dans stade 3. Et en fait, ils ont vu que tous ces 6 familles portaient des variants homozygotes tronquants dans un gène qui s'appelait ZNF341. Et alors, quand ils ont fait le PubMed de ce gène, il n'y avait aucune biblio, rien n'était connu sur ce gène. Donc là, on est un peu dans la problématique, mais à quoi sert ce gène? Et en fait, c'est vraiment l'exome et la découverte de ces variants qui a permis de comprendre la biologie de ce gène, et qui est en fait un facteur de transcription qui est impliqué dans l'expression de stade 3. Donc tout se liait bien avec la biologie, et ça permet vraiment de faire des découvertes, de nouvelles découvertes génétiques. Donc ça évidemment c'est l'exome qui permet ça, mais en diagnostic de routine, nous on a mis en place un panel de gènes donc qui a été développé entre 2015 et 2018. Au début il y avait 300 gènes, on avait une profondeur de couverture, donc le nombre de fois où chaque base élue assez importante, on avait près de 500x, enfin plus de 500x en profondeur, et une très bonne couverture à au moins 30x pour les gènes qu'on a mis sur ce panel. On l'a passé en routine en 2019, mais l'évaluation qu'on avait fait montrait qu'on avait un taux de diagnostic d'environ 30% dans notre cohorte, et en fait c'est à peu près ce qu'on retrouve dans toutes les cohortes. J'avais fait un petit aperçu bibliographique des différentes équipes qui ont publié ce type de cohorte, que ce soit en panel ciblé ou bien en exome, mais dans lequel ils avaient appliqué des filtres de gènes de déficit immunitaire.
et on était vraiment, vraiment dans le même taux de diagnostic autour de 30%, même s'il y a des variations qui peuvent aussi être expliquées par la sélection des maladies, la sélection des populations. Si on a des populations très consanguines, bah, on a tendance à trouver plus de diagnostics. Ce qui était quand même assez intéressant dans ce petit overview bibliographique, c'est qu'on voyait que si on comparait la date de publication du papier et le taux de diagnostic, on a quand même une augmentation du taux de diagnostic avec le temps, ce qui est un bon message d'espoir pour l'avenir. Alors ce NGS, il va aussi nous dépêtrer de pas mal de problèmes concernant les CNV dont on a déjà parlé dans la période pré-génomique. Parce que nous, avec notre panel ciblé, donc on avait une détection des CNV qui était vraiment très pratique et très intuitive, grâce à un double algorithme de normalisation. Donc en fait, on normalisait la couverture de chaque sonde. Chaque sonde qui avait servi à capturer notre panel. Par rapport à l'ensemble des sondes, et ensuite on faisait une normalisation de chaque patient par rapport à la moyenne de tous les autres patients, en se disant qu'il y avait très peu de chances que sur 32 ou 72 patients, on ait 2 fois la même personne ou plus de 2 fois la même personne qui ait le même CNV au même endroit. Dans tout cas, même si on avait 2 ou 3, on aurait quand même vu une différence sur le ratio, et donc ça fait qu'en fait on a un score qui est à 1 et donc qui est représenté par un carré vert quand tout va bien. Quand le score est en dessous de 0,7, donc il se rapproche de 0,5, on a un carré rouge. Et quand le score qui signifie qu'il y a une probable délétion, et quand le score est supérieur à 1,3, donc il se rapproche de 1,5, on a un carré bleu qui signifie qu'on a probablement une duplication. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même trouver, grâce à ça, des CNV qui sont à l'intérieur même d'un exon qui n'emporte pas un exon en entier, mais la méthode est assez sensible pour détecter ce type de CNV-là. Et donc là, on voit que le point de cassure est vraiment à l'intérieur de l'exon. C'est le seul exon qui était délété chez ce patient, et en plus, c'était un exon 1 non codant. Donc ces exons 1 non codants, ils sont, alors dans certains kits pour l'exome, ils ne sont pas inclus. Et pourtant, il y a plusieurs papiers qui ont montré que certains patients chez qui on ne trouvait pas de mutants dans les séquences codantes classiques avaient en fait des délétions ou des mutations de ces exons 1 non codants. Et donc, ils gagnent à être inclus au moins dans les panels ciblés et probablement dans les exomes, mais on les trouvera en tout cas dans les génomes. Et donc, ce patient, il avait donc cette délétion dans l'exon 1 non codant, et on arrivait à retrouver en fait les bouts de ride qui étaient de l'autre côté de la délétion, qui était 2,7 kb en amont, et donc qui en fait, quand on regarde la séquence orange dans NF-κB1, c'est dans le gène NF-κB1, on voit que ça inclut beaucoup de promoteurs et d'énonceurs, donc probablement que si on délète cette partie-là de NF-κB1, c'est très délétère pour le gène, et on a prouvé chez ce patient que ça créait bien une haplo-insuffisance de NF-κB1, qui est un mécanisme génétique connu dans cette maladie. Alors si on veut un peu complexifier cette analyse de CNV, on avait un patient, un cas très intéressant qui nous venait de Saint-Louis, donc c'était Dr Marion Malfette qui nous l'avait envoyé. Donc il avait, disons, vraiment un phénotype plus DICV-like. C'était un patient de 44 ans qui avait des infections fréquentes alors qu'il avait commencé quand même dans l'enfance. Il faisait 1 à 2 pneumopathies par an, il n'y avait pas d'hypogamma, il avait un psoriasis, une PCR-EBV qui était positive mais qui ne lui causait pas trop de problèmes, et il avait quand même des anomalies immunologiques phénotypiques avec une lymphopénie CD4 et B mémoire. Donc on le passe sur le panel et on retrouve ce fameux DOC8. Alors DOC8, je ne vous ai pas dit trop ce que ça faisait pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros ça fait un déficit immunitaire combiné sévère avec une hyper-IgE, de l'eczéma, des infections virales chroniques, enfin pas du tout le tableau que présentait ce patient-là. Et pourtant, ce patient, il avait 2 mutations très délétères. Il avait un stop dans un allèle, et sur l'autre allèle, il avait une duplication intragénique. Et cette duplication, on l'avait même confirmée en MLPA. Donc on l'avait bien retrouvée. Alors elle était très proche du seuil, elle était autour de 1,3, 1,35, que ce soit en NGS ou en MLPA, mais elle était bien présente. Donc on est un peu intrigué parce qu'en fait, ce patient présente toutes les caractéristiques génétiques d'un déficient de DOC8, mais pas du tout le tableau clinique de ce déficit. Donc, de manière, on a essayé d'être un peu curieux, on est allé regarder l'expression de DOC8 en intracellulaire, en cytométrie en flux.
Et ce qu'on a vu chez ce patient de manière assez étonnante, c'est en rouge c'est le contrôle et en bleu c'est le patient. Normalement, Doc8 s'exprime dans tous les lymphocytes. Donc là, on a vraiment égalité sur l'ensemble des lymphocytes. Et ce patient, il présente deux populations, une population négative et une population positive. Quand on est un peu plus regardé, on a vu qu'en fait la population positive c'était ces lymphocytes T et la population négative c'était en grande majorité ces lymphocytes B qui exprimaient très peu Doc8, enfin très peu d'expriment Doc8. Et en fait, quand on regarde en faisant une MLPA mais sur de l'ADN extrait de lymphocytes T, on voit qu'il n'y a plus du tout cette duplication sur les lymphocytes T. Donc en fait, c'est un patient qui avait réussi à faire une réversion somatique de sa duplication, et du coup qui avait eu ces cellules qui avaient fait une réversion somatique avaient un avantage sélectif en grande partie dans les T. On voyait aussi un enrichissement dans les B-mémoires, parce que les patients qui ont un déficit en Doc8 n'arrivent pas à faire de B-mémoire. Et en faisant une analyse plus complète, en regardant tout le génome autour de Doc8, on avait réussi à trouver vraiment les points de cassure de cette duplication. Et on avait mis en évidence qu'on retrouvait bien cette même duplication chez le père. Et que quand on prenait de l'ADN de lymphocyte T, on retrouvait plus ces points de cassure. Donc on avait bien cette correction de cette duplication au même endroit de son apparition. Donc, pour regarder un peu d'autres stratégies qui ont été employées, notamment dans le DICV, parce que le DICV, en fait, c'est une maladie qui a assez peu de causes génétiques identifiées, même si ça s'améliore avec le temps. Il y a des équipes qui ont essayé de voir s'ils ne pouvaient pas trouver, avec des analyses en GWAS, donc Genome Wide Association Study, en essayant d'avoir des grosses cohortes de patients avec des DCV, d'essayer de sortir des facteurs génétiques qui pourraient causer ou en tout cas expliquer en partie génétiquement ce DICV. Alors comme d'habitude dans les analyses GWAS, on sort toujours le HLA, ça c'est un grand classique, et chez ces patients ils avaient sorti aussi le gène CLEC16A, alors qui est juste à côté du gène SOX1, je vous dis ça parce que une autre équipe a fait du GWAS, alors ici en prenant des données de génome, en fait ils ont utilisé ces données de génome, ils ont fait du GWAS avec, et ils ont utilisé leur cohorte, mais ils ont aussi utiliser la première cohorte de DICV pour faire une méta-analyse et avoir plus de puissance statistique dans cette analyse, puisque plus on a de patients et plus la puissance statistique elle est forte dans ce type d'analyse. Et là ils ressortent évidemment le MHC, mais aussi trois autres régions génétiques. Donc SOX1 c'est la même région qui était découverte dans la première analyse de GWAS, et OMES qui est un gène très important pour les lymphocytes en général, et PTPN2. Et en regardant avec des variants un petit peu moins fréquents, donc les analyses de GWAS c'est toujours avec des SNP relativement fréquents, c'est comme ça qu'on a de la puissance statistique. Et en regardant avec des variants moins fréquents, ils retrouvent ce fameux variant dont ceux qui ont fait un peu de DICV ont déjà entendu parler, dans TACI, le P104R, qui est vraiment un facteur de risque pour développer un DICV, qui est enrichi dans les populations avec un DICV, ça c'était déjà connu. Et ensuite ils ont fait une autre stratégie, c'est essayer de regarder en se basant sur des analyses de GWAS pour d'autres maladies, mais des maladies fréquentes immunologiques. Ils avaient mis le diabète, la maladie cœliaque et plein d'autres maladies. D'essayer de regarder les hits qui sortaient et d'essayer de voir si dans ces hits qui sortaient, donc ces gènes qui étaient importants pour driver ces maladies, il n'y avait pas des gènes dont ils pouvaient retrouver des variants rares sur des patients qui avaient un déficit immunitaire. Donc essayer de faire un peu le ping-pong entre ces deux stratégies. Et grâce à ça, ils ont découvert, donc en essayant de prioriser comme ça, deux familles qui avaient des variants pathogènes dans PTPN2, donc qui ressortaient même dans la première analyse de GWAS, et SOX1, qui a été aussi publié par l'équipe de Frédéric Riolleca quelques mois après, donc sur des patients qui faisaient de l'auto-immunité notamment. Donc pour vous montrer un peu les stratégies qui existent. Et alors pour prendre une autre approche stratégique, il y a aussi une équipe, alors c'est le labo d'Esteban Ballestar qui fait beaucoup ça, c'est d'essayer de regarder l'influence de la méthylation sur le développement du CIV, enfin chez des patients qui ont un DICV. Et alors ils ont utilisé une approche assez
intelligente, c'est de partir d'un couple de jumeaux monozygotes. Un avait un DICV, l'autre n'était pas malade, et essayer de comparer la méthylation à l'échelle du génome chez ces deux patients. Et ils ont montré qu'il y avait notamment une hyperméthylation de certains gènes qui étaient très importants pour la différenciation et la fonction des lymphocytes B chez le jumeau qui avait le DICV. Ça, ils l'ont évidemment confirmé ensuite dans des cohortes DICV versus contrôle. Et ils ont montré vraiment cet impact important de la méthylation. Donc c'est tout un pan génomique qui est probablement sous-étudié, nous, dans nos laboratoires de génétique constitutionnelle. Alors je vais finir avec un petit bémol sur les limites du séquençage shotgun, pour vous dire que c'est pas une fin en soi. Il y a plein de situations où ça peut poser problème, où on n'arrive pas à se dépêtrer de ces problèmes avec ce séquençage NGS en shotgun. C'est notamment le cas du déficit en hémo. Donc il y a un phénotype très évocateur clinique. Donc c'est une dysplasie ectodermique hypohydrotique avec un déficit immunitaire important. Donc beaucoup d'infections sévères. Et elle est causée par des variations hémizygotes sur le gène IKBKG, qui est sur le chromosome X, donc c'est une maladie LALX qui code pour Nemo. Et en fait, ce gène, il a le désavantage d'avoir une très forte homologie avec son pseudogène sur des exons de 3 à 10. Et donc, il y a des problèmes très importants de mapping en NGS et même en whole genome sequencing. Là, j'ai mis le contrôle qualité ciblé sur les données d'un génome oragène. Vous voyez que sur IKBKG, on est vraiment très mauvais sur la couverture de ce gène. Et alors, quand on a une forte suspicion de déficit en hémo, une des solutions et qui est faite au CDI et qui est vraiment la meilleure méthode, c'est de faire une longue PCR qui est spécifique du vrai gène IKBKG. Ça, on le fait parce qu'on a une amorce qui est spécifique dans l'exon 1, qui n'est pas présent sur le pseudogène. Et donc, on arrive à amplifier un fragment de 10 Kb. Donc vraiment en faisant une très longue PCR. Et ensuite, on va faire une PCR nichée, donc c'est-à-dire on va aller chercher les exons sur ce produit de PCR, et donc on est sûr d'être dans le gène, dans le bon gène, et de ne pas être embêté par le pseudogène. Et ça, et ensuite, ça repose sur du séquençage Sanger. Donc c'est pour ça que je vous disais que le séquençage Sanger, même s'il peut paraître un peu désuet, il nous sauve quand même bien la mise dans certaines situations. Un autre gène qui a un pseudogène très embêtant, même deux pseudogènes très embêtants, c'est NCF1. C'est un des gènes qui est responsable de la granulomatose septique chronique, une forme autosomique récessive. Et lui, il a 98% d'homologie avec ces deux pseudogènes. Et en plus de ça, le hotspot mutationnel sur NCF1, c'est une délétion de 2 nucléotides, qu'on appelle donc delta GT, qui est en fait une délétion qui est présente sur les pseudogènes. Donc ça complexifie encore plus la tâche et pour diagnostiquer ces patients et pour trouver les porteurs hétérozygotes de cette mutation ou ceux qui sont hétérozygotes composites. Et donc l'approche qui avait été qui est faite depuis le début des années 2000, c'est l'approche en GenScan, où en fait on va regarder la longueur de ces fragments amplifiés, et vu qu'il y a une délétion de 2 nucléotides, on peut séparer ces 2 pics. Et en fait, en fonction de l'allèle qu'on va regarder, donc là, on n'a que le pseudogène, un contrôle avec que le pseudogène qui est un peu plus court, le contrôle avec que le wild-type qui est un petit peu plus long. Et en fonction de la proportion de ces 2 pics, on va pouvoir savoir si le patient est homozygote, donc n'a que des gènes et pseudogènes délétés pour le GT, ou s'il est porteur comme les 2 parents juste en haut. Mais ça, il y a des équipes qui ont montré que c'était pas l'idéal, et qu'il y avait beaucoup de variations et beaucoup de cas complexes qui étaient un peu intriqués. Et donc, il y a une équipe qui a décidé d'utiliser ce qu'on appelle la droplet digital PCR. Donc, c'est une PCR en émulsion où en fait chaque brin d'ADN va être emprisonné dans une gouttelette d'huile. Et ensuite, il va y avoir une amplification individuelle de tous ces brins dans la gouttelette. Et en fait, on va pouvoir analyser ensuite individuellement les gouttelettes d'huile dans lesquelles l'ADN est amplifié. Et donc si on fait ça en prenant 2 sondes donc de couleurs différentes, une sonde qui va cibler la région GTGT qui est wild type, donc chez les personnes saines sur le gène, et une sonde qui va cibler le delta GT, donc qui va se retrouver sur les pseudogènes, mais également sur les gènes mutés
quand les patients portent cette mutation, on va pouvoir en fait faire le ratio de combien il y a de GT-GT, combien il y a de delta-GT, en tenant en compte le fait qu'il peut y avoir des duplications des pseudogènes. Et donc là, ils ont pu montrer qu'en fait, même chez des individus normaux, il y avait des variations sur ces différents ratios. Et je vous conseille d'aller lire la publication, c'est assez intéressant. Donc ils conseillent cette méthode pour se dépêtrer un peu de ces cas intriqués dans cette maladie. Alors une autre piste sous-explorée probablement, c'est la question des variants somatiques. Nous, on est plutôt je suis plutôt un généticien constitutionnel, donc si c'est pas à 50%, le variant m'intéresse moins. Pour autant, il y a de plus en plus de maladies qui causent soit un déficit immunitaire, soit une maladie auto-inflammatoire pour lequel on a caractérisé vraiment des variants somatiques qui sont parfois des pourcentages de fréquence allique relativement faibles. Et pour vous donner un exemple, si la fréquence allélique elle est à 1%, donc j'ai pris exprès une fréquence allélique très faible, mais ça peut arriver. En génome, c'est quasiment impossible qu'on le voit puisqu'on lit à 30x. En exome, souvent on lit à 30x, on peut augmenter un peu, disons à 100x, on va peut-être voir un read, donc on ne va pas y faire confiance, on va se dire que c'est peut-être une erreur de séquençage. Et sur le panel, on peut monter un peu plus parce qu'on séquence moins, donc on peut monter à 200, 1000x. Mais même si on monte à 1000x, on va voir que seulement 10 reads qui montrent cette variation. Et donc ça va être clairement insuffisant pour avoir confiance dans cette variation somatique. Alors pour vous donner l'exemple de l'ALPS, qui est une maladie connue et génétiquement connue depuis 1995, donc qui est causée par un variant d'en face. En fait, la génétique de l'ALPS, elle est relativement compliquée parce il peut y exister des variants germinales ou bien somatiques. Et à l'intérieur de ces variants, il y a deux mécanismes. Un mécanisme dominant négatif où il y a une forte pénétrance et un mécanisme d'haploinsuffisance où la pénétrance est variable, mais dans lequel peut se surajouter un variant somatique qui va être présent que dans les T double négatifs, qui sont une population qui est vraiment enrichie dans donc tout double négatif, c'est-à-dire C4-, CD8-, qui est une population qui est enrichie chez les patients qui présentent un ALPS et qui peut être due à une perte d'hétérozygosie somatique ou bien à l'apparition d'un autre variant somatique complètement indépendant. Et en fait, donc je vous disais, c'est une population qui peut être enrichie, comme vous voyez en bleu ici, chez les patients avec un ALPS, mais en fait, même si ça représente 30% des lymphocytes T, quand on regarde dans le sang circulant, où il y a surtout beaucoup de neutrophiles, ça va représenter très peu en pourcentage de fréquence allélique pour notre variant qu'on veut rechercher. Donc dans ces cas-là, on va vouloir détecter un variant ultra rare. Et donc il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées. Soit on fait un tri cellulaire de ces T double négatifs, puis on fait un séquençage sur de l'ADN extrait après ce tri cellulaire. Vous imaginez bien que c'est extrêmement chronophage. Soit on peut faire de la droplet digital PCR comme je vous ai montré avec l'exemple NCF1. Soit on va pouvoir faire du NGS avec une très grande profondeur. Et c'est justement l'exemple que je vous ai pris ici. Donc on avait ici c'était un patient, donc c'est une publication dans Frontières Immunol assez récente, et c'était un patient qui avait lui un variant somatique, donc qui était seulement dans les T double négatifs, donc c'était déjà dur de faire le diagnostic génétique de base. Et il avait 7%, donc il avait un excès de T double négatif, mais qui n'était pas majeur. Et en fait, quand on regarde sur le sang total, on voit absolument rien en sangueur. Quand on regarde, ils ont fait du tri magnétique de CD3 pour essayer d'enrichir. On voit qu'il y a un petit fond en bas qui ressemble en fait juste à du bruit de fond de sangueur. Mais en fait, c'est dû à une insertion de 4 nucléotides. Et ensuite, ils ont privilégié donc la stratégie du NGS avec une très grande profondeur de couverture, avec 20 à 30 000 reads. Et ils ont pu suivre comme ça le pourcentage de variants somatiques chez ce patient au cours du traitement. Et vous voyez qu'ils arrivent quand même à avoir ils arrivent à pêcher une fréquence allique relativement faible, jusqu'à 0,67% à la fin, mais vraiment en montant à 20 000, 30 000 reads pour le NGS. Et je vais finir là-dessus donc, pour parler d'autres variants somatiques et avec une autre stratégie de découverte. Donc ça, Ibrahima, vous nous en avez parlé lors de la dernière journée nationale Marie, où donc, il nous avait parlé des variants somatiques dans le promoteur de TERT. Donc TERT, c'est un gène qui va causer des téloméropathies lorsqu'il est muté. Et les patients peuvent avoir
un sauvetage somatique en ayant des mutations dans le promoteur de TERT qui vont être des mutations activatrices et qui vont permettre d'augmenter un peu l'expression de TERT et donc de potentiellement avoir un impact clinique bénéfique pour ces patients. Et donc il y a une méthode de droplet digital PCR qui a permis d'essayer d'aller pêcher ces mutations ciblées dans le promoteur de TERT. Ils arrivaient à aller jusqu'à une fréquence alique de 0,5%, donc relativement faible. Et donc l'équipe de Bichard, Ibrahima et Caroline ont montré que ces patients qui avaient une accumulation de ces mutations dans le promoteur de TERT avaient un impact bénéfique sur la survie. Donc c'était sur une petite cohorte, mais ça laisse penser que ces approches et ces nouvelles questions génétiques peuvent avoir des impacts cliniques et un intérêt pour la prise en charge des patients. Et voilà, je vais laisser la parole ensuite à la suite avec la présentation sur le génome. Et juste pour vous rappeler que au-delà du génome et du plan France Génomique qui a révolutionné notre pratique génétique et qui va être une histoire importante dans les années à venir, il y a probablement encore une histoire à raconter. On peut encore aller au-delà du génome. Et il y a encore plein de choses à découvrir, notamment avec des cas un peu plus complexes. Merci.